Bonjour à vous, chers étudiants, étudiantes. Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours d'éthique. What's up? What's up? Bienvenue au module 7. Bienvenue à votre cours d'éthique en classe synchrone. Bienvenue en podcast. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. On prend notre petit café ensemble. On regarde quelques tâches, les quelques tâches que vous avez à accomplir au module 7 maintenant. Bienvenue à ceux qui nous écoutent. En ce moment, en classe synchrone, on a un petit groupe restreint aujourd'hui, pas plus que 15 personnes, je n'ai pas revu. Mais il y en a plusieurs qui nous écoutent en podcast. Là, je l'ai vu aujourd'hui. Il y en avait 90 qui ont téléchargé l'épisode, le dernier épisode. Évidemment, je parlais de l'examen, donc ça intéresse tout le monde. Mais, mais l'épisode avant cela, c'est un épisode qui a été téléchargé par 65. Donc, ça vous donne 65 étudiants et étudiantes. Ça vous donne une idée là, de l'ampleur de notre petite communauté là, qui est là, engagée semaine après semaine. Merci d'être là. Merci d'écouter les podcasts. Merci de garder, d'injecter un peu de votre passion et de votre vie dans ce cours. Donc, bienvenue à tous ceux là, qui nous écoutent en ce moment dans le futur, qui sont là dans leur auto, qui prennent leur marche ou qui nous écoutent pendant leur course. À part Catherine qui ne nous écoute pas en course parce qu'elle n'écoute pas grand-chose en course. Comment ça va, Catherine? Exact. Oui, ça va bien. Ça va super bien. Oui, est-ce que tu t'es remis de tes émotions là, de ta 4e place au Caout? Ah oui! Tu recommences à étudier pour le Caout de fin de session? Là, ça s'en vient. Là. Non, pas encore, mais je compte bien faire une meilleure performance que ma 4e place. C'était quand même... J'espère mon podium. C'était quand même pas mal. Ah oui, sur le podium. Compétitive, on voit là, où elle veut se trouver. Mais merci encore d'animer le chat, Catherine. Puis d'ailleurs, je te laisse faire ton boulot. Amusez-vous bien sur le chat. Merci d'être là, même pendant votre semaine d'examen de mi-session. Donc, j'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient commencé à compléter leur examen de mi-session. Ça se passe bien. En tout cas, j'ai pas beaucoup de rétroaction là, pas beaucoup de problèmes, ça c'est sûr. Ça, c'est toujours bon signe là, quand tu n'as pas de courriel avec des points d'exclamation, là, écrit problème technique, point d'exclamation, là, ça c'est jamais bon signe. Puis, donc, pour l'instant, ça se passe bien. Pour les instructions de cet examen de mi-session, je vous rappelle là, que vous avez jusqu'à ce dimanche, donc 6 juin, pour compléter vos 5 parties de l'examen. Puis pour les instructions, je vous invite à aller écouter ou réécouter peut-être l'épisode 53 du podcast. Là, j'ai fait une capsule audio d'environ 12-13 minutes là, où j'ai concentré ça là, sur les instructions concernant cet examen de mi-session. Donc, allez écouter ça peut-être avant d'entamer votre examen de mi-session. Désolé donc de vous imposer un enregistrement, un rendez-vous comme ça en pleine semaine d'examen de mi-session. Mais c'est comme ça. À l'été, vous le voyez, là, c'est chargé. On ne peut pas vraiment se permettre de prendre une pause d'une semaine. Sinon, là, ça serait vraiment compliqué à la fin de la session. Donc, une fois par semaine, au moins, là, j'essaie de vous rencontrer. On essaie de passer à travers au moins un module. Et ce sera le cas aujourd'hui. Je vais essayer de faire court aujourd'hui. C'est sûr que ce ne sera pas aussi long que la dernière fois avec le Caout. Mais donc, on va essayer de faire ça court. D'abord, première conférence pour vous, alerte. Mettez ça dans votre agenda. Là. Il y a l'OIQ, donc l'Ordre des ingénieurs du Québec, qui va se pointer ici. Ça va être en Zoom. Ça va être en Zoom. Comme d'habitude, je dirais. Donc, le 8 juin, conférence Zoom, c'est pour ceux et celles qui se dirigent vers cette profession, donc qui souhaitent devenir des ingénieurs juniors, comme on disait avant, mais maintenant, la désignation, c'est des candidats à la profession d'ingénieur. Pour vous, c'est le 8 juin, donc c'est la semaine prochaine, de 14h à 15h30. En fait, j'ai planifié avec Julie Blanchard qui va donner la conférence justement là, pour que vous puissiez, que ça fasse du sens. Là. Il y a d'abord votre petite rencontre avec moi sur l'heure du midi, puis après, on peut-être faites d'autres choses, mais en tout cas, vers 14h, la conférence serait donnée.
Donc, évidemment, habituellement, là, elle donne accès à son enregistrement, mais je ne suis pas sûr que ça va être possible. Donc, idéalement, vous devriez être là en direct. Désolé, c'est l'horaire qu'on nous a imposé. Donc, toutes les informations dont vous avez besoin sont sur l'ENA du cours. En fait, dès que vous vous branchez sur l'ENA, là, j'ai mis la nouvelle tout en haut de la page. Là, ça ne devrait pas être compliqué pour vous de la retracer. Je vous avertis que c'est une conférence qui est passionnante, je le mets entre guillemets, là, parce qu'on parle vraiment de ce qui vous reste à faire, dans le fond, les étapes pour devenir ingénieur. Puis si vous ne vous dirigez pas vers la profession d'ingénieur, ben ça ne sera pas passionnant du tout. Donc, je vous suggère même d'éviter cette conférence-là si pour vous, ce n'est pas votre profession. Par contre, si vous voulez des conférences comme ça, où votre ordre professionnel se joint à nous, puis discute avec vous, vous renseigne sur l'accès à votre profession, ben, n'hésitez pas à me faire signe, puis je vous accompagnerai pour organiser tout ça. Je pense chimiste, arpenteur, géomètre, agronome, tout ça. Là, il y en a quelques-uns en classe. Il y a ingénieur forestier aussi. Faites-moi signe, puis je vous accompagnerai, puis on organisera pour vous une conférence qui sera dédiée à votre profession. Autre sujet, bonne nouvelle, les TP1 ont été corrigés en 3 jours. Hein? Pas mal, hein? Allez, applaudissez là, 3 jours quand même. Non, j'y ai passé plusieurs heures, même si vous admettrez que c'était pas si long à écrire que ça, là. Le défi, c'est plus un défi d'équipe. Mais ça prend du temps, peut-être même plus de temps à corriger, je dirais, qu'à écrire. Donc, j'ai consacré 3 jours de travail à faire tout ça. Je vous ai laissé des grilles de correction dans vos boîtes de dépôt. Là, vous allez trouver associé à votre note, un commentaire audio. Donc, je vous ai fait un commentaire audio. Je vous en prie, écoutez-le parce que j'essaie de faire les nuances, j'essaie de vous donner des explications sur le TP1, mais aussi sur le TP2. Je vous ai remis un document, votre document qui a été édité et commenté. Là, ça dépendait de la quantité de commentaires et d'éditions que j'avais à faire. Il y en a certains que c'est assez rougi, d'autres un peu moins. Je vous ai donné aussi la grille d'évaluation, donc pour que vous puissiez savoir c'est quoi les critères, où vous avez perdu peut-être quelques dixièmes de points. Vous avez vu votre note, donc c'est très bien réussi, ce TP1-là. Là. Donc, le TP1 est évidemment facile. En plus, certains ont bénéficié de mes suggestions, commentaires. Donc, typiquement, votre note est très bonne. J'en ai pas en bas de 3 sur 5. Donc, il y en a quelques-uns qui ont peut-être perdu un peu plus d'1 point sur leur session, mais pas de panique. Je vous dirais que ça va plutôt bien. Concernant la justesse de ma correction, et ça vaudra aussi pour le TP2, si c'est difficile de vous corriger, OK? Corriger des travaux, là, surtout le TP2, c'est un travail qui est long. C'est difficile la correction, c'est difficile d'être le plus juste. Ça se peut des fois que je me trompe ou que je sois trop sévère pour un critère en particulier. On ne panique pas. Hein? Tout le monde peut se tromper. Je ne prétendrai jamais que la correction est parfaite. Si vous voyez de légères imperfections dans notre correction, je parle pour moi, puis je parle pour éventuellement Catherine, écrivez-moi un courriel, puis faites juste me citer quels critères j'ai trop sévèrement notés. Dites-moi la note que vous pensiez mériter, puis dites-moi aussi vos arguments, pourquoi vous pensez mériter une légère bonification pour tel critère et pour tel autre critère. Donc, soyez simple, précis, concret. Puis pour la correction, puis au besoin, je m'ajusterai. Je me permets de vous avertir que le TP2, il sera beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Hein? Vous l'avez vu, le TP1, là, c'est réalisable en 2 heures peut-être, là, si vous êtes bien organisé. Une réunion, on s'installe, on écrit ça. Ce ne sera pas le cas avec le TP2. Donc, je vous conseille vivement de vous y plonger le plus rapidement possible, dès ce week-end, si possible. En fait, dans les prochaines semaines, ce que vous avez à faire,
c'est compléter la grille. Vous savez, la belle grille que je vous ai expliquée, là, c'est là que ça commence. Vous prenez votre TP1, vous prenez votre grille, puis vous essayez de compléter la grille en vous inspirant du TP1. Donc, vous faites ça tranquillement, chaque étape de la grille, en équipe, on passe à travers ça. Et éventuellement, on prend une décision et le rapport décisionnel, c'est exactement ça. Dans un rapport, vous allez m'expliquer pourquoi, quel était votre problème, TP1, et quelle est votre décision et pourquoi votre décision, c'est la meilleure au monde, puis c'est quoi vos 3, 4, 5 principaux arguments pour justifier tout ça. Comment mettre en œuvre votre décision? Avez-vous des recommandations, suggestions pour éviter, pour résoudre peut-être plus aisément ce genre de problème? Donc, c'est ce qui vous attend et ça prend du temps. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Si vous le faites assez tôt, Catherine et moi, on sera capable de vous donner des suggestions, de commenter tout ça, de vous aider à bonifier vos documents. Mais si vous attendez à la dernière minute, attendez-vous pas nécessairement à ce que Catherine et moi, là, on ajuste nos horaires en fonction d'un horaire difficile ou délicat là, en fin de session. Je comprends qu'il y en a qui aiment ça, là, rusher ça à la fin de la session, mais souvent, moi, je n'ai pas le temps de rusher 27 travaux, ça c'est sûr et certain. Donc, voilà, c'était ma petite note de prudence. 27 documents lus, évidemment, corrigés, édités, 27 grilles de correction complétées, 27 fichiers audio, tout ça en 3 jours. Est-ce que vous allez le dire sur Spota du Laval? Je pense pas. Et pourquoi? Mais parce que les problèmes, lorsqu'il n'y a pas de problème, on n'en parle pas. Donc, c'est bien ainsi. Puis je pense que c'est une belle leçon pour l'exercice de la profession éventuellement. Le travail honnête et intègre, là, souvent, ça reste invisible, puis on n'en parle pas. OK, TP2. Je vous rappelle TP2, vous devez compléter votre grille et vous devez rédiger votre rapport décisionnel. Tout ça, vous y consacrerez plusieurs heures, peut-être 10 heures minimum, je dirais, sur ce TP2. En tout cas, en équipe, là, c'est toujours plus compliqué, toujours un peu plus long. 10 heures, c'est ce que vous pouvez attendre de ce TP2. Donc, il faut les planifier. Commencez maintenant à planifier tout ça. Je ne sais pas, moi, commencer à planifier 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche pendant les 5 prochains week-ends, ça fait 10 heures. OK? Donc, commencez à planifier tout ça. Puis si vous faites ça en bonne et due forme, vous commencez à travailler maintenant, vous n'aurez pas de problème en fin de session. Puis sinon, il y en a certains qui préfèrent attendre, puis ils en paieront éventuellement le prix. OK, module 7. OK, module 7, là, on va faire du droit, de la philo, pas dans la prochaine heure, là, mais je dirais dans l'enregistrement de cours, très certainement. Droit, philo. Ça va vite, là. Semaine 7, vous êtes assurément prêt pour entamer des réflexions un peu plus sérieuses et profondes sur des thèmes un peu plus difficiles, complexes. Aujourd'hui, 2 thèmes assez profonds et complexes. Le thème de la responsabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et le jugement. Qu'est-ce que le jugement? On en dira quelques mots dans cette introduction. Puis je vous invite vivement à compléter avec l'enregistrement de cours. Commençons par la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? C'est le genre de terme là, qui semble simple comme ça à première vue. On l'utilise d'ailleurs à tous les jours, ce mot-là. Mais qu'est-ce qu'être responsable? Qu'est-ce que ça veut dire, être responsable? Dès qu'on pose la question, là, ça devient un peu plus compliqué. Là, comme disait Augustin, il disait à propos du temps, lui, dans son cas. Je le savais jusqu'à temps qu'on me pose la question. Hein? Donc, qu'est-ce qu'être responsable? Je pense que je le sais, mais dès qu'on pose la question, on voit que c'est vite difficile de mettre du contenu, un peu de chair autour de l'os. On a l'impression de comprendre ce terme. Puis, dès qu'on se met à y penser, ça devient un peu plus compliqué.
Pour réfléchir, circonscrire, je dirais, ce terme, j'aimerais m'appuyer sur... je vais m'appuyer sur cette citation de l'oncle Ben Parker, que vous avez peut-être vu dans les aventures de Spider-Man. Donc, Ben Parker. D'ailleurs, avant de sauter dans cette réflexion là, sur la responsabilité, je me permets de vous remercier pour vos contributions les plus geeks au Forum 2. En fait, il y en avait deux thèmes geeks, le Forum 2. Il y en avait un au module 6 aussi, où je vous questionnais sur les valeurs de vos super-héros. C'était vraiment passionnant de vous lire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais il me semble que ça en dit beaucoup sur ce que vous êtes, personnellement aussi. Personnellement, qu'est-ce que vous êtes? Vous avez choisi une citation, de la façon que vous en parlez. En tout cas, si vous avez un psy, là, moi, j'y ferais, j'y ferais lire ce que vous avez écrit, là, pourquoi vous avez choisi ce héros-là, qu'est-ce que ça dit de vous personnellement, mais aussi collectivement. Je trouvais ça passionnant de vous lire, vous, votre génération, là, que les vieux s'en plaignent, là, les millennials. Les millennials, ben moi, je trouvais ça plutôt inspirant de vous lire, voir ce que vous aviez à dire, quelles sont vos valeurs, quels sont vos idéaux. Je trouve que c'est inspirant, entre autres, là, sur le futur, je dirais, de votre profession, là, puisque ce sera vous qui l'occuperez éventuellement. Donc, vous irez relire tout ça. Là, si vous avez contribué un peu tôt à ces forums-là, allez les relire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de belles choses là, qui se sont racontées sur ces forums. OK, revenons à Peter Parker, à son oncle, Ben Parker. Son oncle lui disait: un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. C'est ce dont j'ai hérité, c'est ma destinée, rajoute Peter Parker. Son oncle lui dit: sois responsable. Il y a ça dans l'exercice de votre profession. La responsabilité professionnelle. Sois responsable. C'est exactement ce que l'oncle dit à Peter. La question obsédera évidemment Peter Parker. Et pour lui, la question, c'est c'est quoi être responsable? C'est combattre, mais combattre pour qui, pourquoi, au nom de qui, au nom de quoi. En fait, l'ensemble de ces réflexions, ça tourne autour de cette grande question-là qu'est la responsabilité. Et c'est la première partie de notre réflexion aussi, qu'est-ce qu'être responsable? Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas remarqué, cette injonction-là, là, c'est tout à fait dans l'ordre de l'éthique de la vertu. On en a parlé là, au deuxième module. L'éthique de la vertu, ça ressemble souvent à ça, là, une valeur qui est mise de l'avant, qui est là qui est là pour guider l'action, pour guider les décisions, qui donne sens aux décisions, qui sont inspirantes, mais malheureusement, ça ne donne pas de guide très clair. Hein. Être responsable, ça semble inspirant. Peter Parker semble inspiré par ça, et nous aussi, nous semblons inspirés. Mais ça ne donne pas de balises claires. C'est quoi ses devoirs et obligations déjà? C'est quoi les règles auxquelles il doit agir, auxquelles il doit se conformer plutôt? On ne le sait pas, mais on sait qu'il doit être responsable. Donc, la responsabilité ou l'éthique de la vertu, ça s'inscrit un peu dans ce sens-là, une valeur inspirante et des guides plus ou moins clairs. Donc, le savoir comme pouvoir, est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça? Un grand pouvoir, disait l'oncle Ben, engendre de grandes responsabilités. Responsabilité, on y reviendra. Mais déjà, le terme pouvoir est plus simple. Hein? Pour Peter Parker, son pouvoir, il est simple. Et vous le connaissez, même si vous n'avez pas lu les Spider-Man ou vu les Spider-Man. Il a une agilité exceptionnelle, il a un sens de la perception décuplé, une force extraordinaire, un humour extraordinaire aussi. Et parce qu'il a ce pouvoir exceptionnel, il aurait ou il a une responsabilité exceptionnelle. Dans le même ordre d'idées, vous, hein, si vous avez une responsabilité, quel est votre pouvoir? Quel est le pouvoir de ceux et celles qui exercent en sciences et génie? Dans votre cas, j'en vois plusieurs pouvoirs. Et si vous y réfléchissez, vous allez vite les identifier.
le savoir, très certainement. Vous êtes rendu à l'université, vous en avez fait un bout en matière de savoir. Le savoir en sciences et génie, donc la science, l'accès à la science, la connaissance en sciences, le pouvoir de faire, ingénierie, ça me semble évident, le pouvoir de faire, de transformer, de construire, de transformer le monde au sens propre et figuré. Pour les autres, c'est le pouvoir de comprendre la nature, le vivant, hein, la matière. C'est quasiment des super pouvoirs là, d'antan, là, comprendre la nature, le vivant, la matière, être capable d'explorer l'univers, l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est tout ça là, le pouvoir qu'on pourrait rattacher à l'exercice de votre profession. Donc, vous avez un pouvoir, là, une capacité d'agir, très certainement. Le pouvoir, c'est un peu ça, là, la capacité de faire, d'agir, de transformer. Est-ce que vous êtes des super-héros? Ben, faut pas pousser, là. mais des héros, héroïnes ordinaires du quotidien, très certainement. Du moins, c'est une des ritournelles que vous allez entendre d'ici la fin du cours. Là, c'est ces héros ordinaires dont nous avons tous besoin. La question est, quoi faire avec votre pouvoir? Quoi faire avec cette capacité d'agir accrue? Quoi faire? Soyez responsable, vous dit l'oncle Ben. Bon, quoi faire à être responsable? Ben, vous le voyez bien, là, le terme responsable reste entier, complexe. Faire quoi avec sa force accrue d'agir? Servir qui? Servir quoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? On se retrouve un peu dans le costume de Peter Parker, alias Spider-Man. Sois responsable et vous allez entendre cette même injonction dans l'exercice de votre profession. Allez, on va vous dire ça. Soyez responsable, la responsabilité professionnelle. Soyez responsable, vous avez des responsabilités, soyez responsable. Ça semble simple, mais c'est loin de l'être. Et pourtant, même pour Peter Parker, malgré cette absence de repères clairs, cette injonction donne sens quand même au pouvoir de Peter Parker. J'ajouterais même, va donner sens à sa vie. Et sa vie, ce sera tenter d'être responsable, tenter d'atteindre cet idéal, tenter d'être guidé par cette grande valeur. Se tromper peut-être, mais ne pas garder, ne pas perdre le cap qu'est celle de cette grande valeur qu'est la responsabilité. Donc, encore une fois, là, pour ceux et celles qui avaient de la difficulté à saisir ce qu'est l'éthique de la vertu avec chez Aristote, par exemple, toute la force et l'ambiguïté de l'éthique de la vertu s'exprime bien là, dans cette injonction de la responsabilité. Typiquement, en éthique de la vertu, la façon de répondre à la question « c'est quoi être responsable ?» la façon en éthique de la vertu de répondre à cette question, ce serait être responsable en éthique de la vertu, ce serait de faire et d'agir comme Peter Parker, qui, lui, incarne la valeur de la responsabilité. Donc, vous voyez un peu la difficulté, la complexité de l'éthique de la vertu, mais ce serait faire et agir comme l'aurait fait Peter Parker ou Miles Morales, il faut voir. Faire et agir comme l'aurait fait Spider-Man. Tenter de bien agir. Et là, ici, faites le parallèle avec votre profession. Tenter de bien agir. Utiliser prudemment et avec mesure le pouvoir, votre pouvoir. Faire face aux conséquences de ses gestes. Tenir compte des lois sans nécessairement y être assujetti à tout prix. Et cela toujours pour tenter d'être responsable comme l'aurait souhaité votre oncle Ben ou notre oncle Ben. Et cette réponse, même si elle est inspirante, elle ne donne pas tout à fait des guides clairs. Être responsable, c'est agir comme la personne qui serait
responsable. Heureusement pour vous, la philo, la socio, le droit sont plus clairs sur le sens de responsabilité. Donc, je vous ai dit un peu le sens un peu plus cryptique, un peu plus de l'ordre de l'éthique de la vertu, mais il y a des sens très clairs qui sont associés au terme responsabilité. En philosophie, on distingue deux grands sens de responsabilité. Je vous en ai dit quelques mots lors du dernier enregistrement. Respondere, hein, répondre de, responsable, c'est de ce mot-là que ça vient. Donc, répondre de, il y a le premier sens qui est rétrospectif et le deuxième sens qui est prospectif. Donc, rétrospectif, on regarde dans nos rétroviseurs, il y a des gestes qui ont été commis, puis ça prend quelqu'un qui va répondre de ces gestes déjà commis. Et responsabilité prospective, c'est avant même de poser un geste, je suis responsable de quelque chose ou quelqu'un ou un objet qui est devant moi et qui requiert certaines tâches, qui requiert de me conformer à certains devoirs et obligations. C'est lié à la notion de rôle. Allons-y dans le détail. Donc, rétrospectif, être responsable, d'autres diraient imputable. Donc, si vous cherchez un beau synonyme pour ce premier sens de responsabilité rétrospective, c'est la notion d'imputabilité. Celle-là, on l'a en mais je dirais que les philosophes ont bien cerné ce premier sens c'est la responsabilité qui traite des actes, j'en parlais un peu plus tôt, des actes qui sont accomplis dans le passé. La notion rétrospective, elle est aussi associée à la notion de faute et de sanction. Il y a une faute, il y a eu un problème, il y a eu une faute, on devra sanctionner. Qui est imputable? Là, on va pointer vers quelqu'un. Donc, être responsable, c'est aussi ça. Être imputable, prendre le mérite, prendre le blâme. Dans l'exercice de votre profession, c'est commun, là. Prenons un exemple classique, là, qui est responsable de ce viaduc qui est vieux, puis il s'effrite prématurément, puis il doit être reconstruit. Qui est imputable? Qui l'a conçu? Qui l'a construit? Qui va payer? Qui va payer pour les dommages? S'il s'effondre, puis il y a mort d'homme, qui va faire de la prison? Puis qui sera accusé de négligence criminelle ayant entraîné la mort? Qui? Imputabilité en ce premier sens. Et tous ceux que je viens de nommer, là, ils sont tous responsables au sens rétrospectif de responsabilité. Imputable, ce serait peut-être le synonyme le plus proche. Responsabilité prospective. Donc, la responsabilité prospective, elle, j'en disais quelques mots, elle est centrée sur le rapport à un objet externe qui exige un comportement. Qui est responsable de la construction, dans l'exercice en génie, par exemple, qui est responsable de la construction de ce bâtiment? Le sens prospectif qui se cache là, c'est pas qui est imputable de la construction, c'est plutôt qui en aura, qui a le rôle de le construire, qui en assumera le rôle et la responsabilité, qui a le devoir, qui a des devoirs et obligations de faire en sorte que ça tienne, que ce soit conforme à certaines règles. Tout ça, c'est le deuxième sens prospectif, là. C'est lui qui se jette dans le futur. Il y a un rôle. Donc ça, c'était l'exemple professionnel, arpenteur-géomètre. Qui est responsable de déterminer les limites d'un terrain? Bien, il y en a un qui a ce rôle. C'est l'arpenteur-géomètre. C'est lui qui assume ce rôle. C'est lui qui est responsable en ce second sens. C'est lui qui a le rôle. J'avais donné la semaine dernière l'exemple privé, personnel. Je suis responsable de mes enfants. Donc, la responsabilité paternelle, c'en est une responsabilité prospective. Ils n'ont encore rien fait, ils viennent de naître et déjà, je suis responsable d'eux. Donc, ça, c'est la responsabilité prospective. Elle est projetée devant soi. Donc, au module 7, nous allons explorer plusieurs formes de responsabilité et je dirais que c'est surtout de la responsabilité qui est de l'ordre de la responsabilité rétrospective. Alors, dès qu'on parle de droit, c'est souvent à la forme rétrospective de la responsabilité qu'on renvoie. Dans votre cas, responsabilité criminelle, je viens d'en dire quelques mots.
c'est-à-dire que lorsqu'il y a un crime, certains devront répondre de ce crime lorsque la paix sociale, sinon la sécurité ou la santé publique est compromise. Ben, là, ici, lorsqu'on tente de trouver qui est imputable, on parle souvent de responsabilité criminelle, étant donné que c'est le public et la paix sociale qui est concerné. Responsabilité civile, ça, il y a des nuances à faire. Habituellement, en responsabilité civile, c'est qu'il y a des dommages et que ça prend quelqu'un pour payer pour les dommages. Donc, quelqu'un est imputable, là aussi, c'est de la responsabilité rétrospective, mais on ne cherche pas à mettre quelqu'un en prison, on cherche surtout quelqu'un pour payer. Donc, il y a eu des dommages, vous en êtes la cause. On ne veut pas vous mettre en prison, on veut juste que vous payiez. Puis si vous n'êtes pas capable de payer, avez-vous un employeur qui est capable de payer? Et si vous n'êtes pas capable ni un ni l'autre de payer, avez-vous des assurances en responsabilité civile qui vous permettront de payer? Donc ça, c'est la responsabilité civile. La responsabilité disciplinaire, là aussi, il y a le sens rétrospectif qui se cache là, qui va répondre de vos faits et gestes qui pourraient nuire de l'exercice qui découlerait d'un exercice fautif de votre profession. Donc, qui répond? Ici, on est à responsabilité rétrospective, responsabilité disciplinaire. Et à ça, il faut ajouter des responsabilités prospectives. Donc, du fait de votre rôle, vous avez des devoirs et obligations, on l'a déjà dit dans votre code de déontologie, envers le public, envers le client, envers la profession. Donc, responsabilité prospective. Si vous êtes à l'aise avec ces quelques définitions et sens de la responsabilité, il va y en avoir d'autres dans le contenu du module, mais je dirais que les deux sens les plus importants là, sont rétrospectifs et prospectifs. Donc, pour vous, là, être capable de vous sentir à l'aise avec ces deux principaux sens et aussi être à l'aise avec les principaux sens de la responsabilité juridique, responsabilité civile, responsabilité criminelle, responsabilité disciplinaire. Vous irez voir dans le module, là, dans l'enregistrement de cours, je fais les nuances nécessaires pour bien distinguer ces trois grands régimes de responsabilité, puisque dans l'exercice de votre profession, les trois sont souvent applicables et sont parfois cumulatifs, là. Donc, ce que je veux dire, tiens, pour vous donner un exemple concret, si vous travaillez sur un chantier, pour reprendre l'exemple classique en génie civil, il y a un problème, le viaduc s'effondre, tiens, pour reprendre cet exemple. Ben, les trois régimes de responsabilité sont impliqués. Responsabilité criminelle, oui, s'il y a mort d'homme, il y aura sûrement des poursuites aux criminels. Il faut trouver quelqu'un qui est responsable de cette mort. En êtes-vous responsable? Est-ce qu'il y a eu de la négligence criminelle? Donc ça, c'est le premier régime. Responsabilité civile, mais qui va payer pour la reconstruction du pont? Qui va payer pour les dommages? Je ne sais pas, il y avait peut-être des automobiles en dessous, là. Et troisième régime, responsabilité disciplinaire. Ben, si on démontre qu'il y a eu des fautes, négligence, des problèmes, des devoirs, obligations non respectés, à ce moment-là, il peut y avoir aussi des responsabilités disciplinaires. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes poursuivi en droit criminel qu'il n'y a pas de droit civil qui sera impliqué. Ce n'est pas parce qu'on vous donne une sanction civile que nécessairement ça vous met à l'abri de sanctions disciplinaires. Donc, habituellement, ces différentes formes de responsabilité, même si on les distingue, là, ils peuvent être cumulatifs. Autrement dit, pour un même geste, un même individu, les trois régimes peuvent être appliqués. OK, responsabilité, on en a fait un bout. Maintenant, courte intermède. Vous avez remarqué que j'ai publié une note provisoire concernant la participation au forum de discussion. Donc, j'ai publié la note ce matin. Donc, allez voir votre note. Je vous rappelle que c'est une note qui est provisoire. Donc, ça vous permet seulement de savoir où vous en êtes dans votre progression. Donc, typiquement, là, un étudiant, si vous avez participé aux 6 premiers forums, donc 6 contributions, vous devriez avoir autour de 7 sur 15. Donc, si vous êtes sous cette note, il faudra accélérer un peu le rythme.
Autre chose, ben, si vous avez 7 sur 15, vous pouvez considérer que cette note est la note minimale garantie. Donc, tranquillement, c'est cumulatif. Donc, si vous avez déjà 6, 7, 8 sur 15, ben, considérez cela comme étant la note minimale que je vous promets. Donc, à moins que vous fassiez une erreur très grave, là, plagiat, par exemple, ben là, plagiat, il y aura des sanctions, puis vous aurez probablement une note inférieure à ça. Mais typiquement, si vous avez la note 5, 6, 7, 8 sur 15, c'est la note minimale que vous allez avoir pour cette évaluation toute particulière. Je vous rappelle que ce que vous devez faire, les critères d'évaluation, ben, sont assez simples. Le nombre de vos interventions. Moi, je lis tout, mais je vais garder vos 10 meilleures interventions. Je regarde la qualité de vos interventions, rigueur, pertinence. Est-ce que c'est documenté? Est-ce que c'est solide ou c'est juste une opinion comme ça, là, inventée sur le coin d'un bureau et mal écrite au bout des doigts? Il y en a certains, des fois, que ça ressemble un peu à ça. D'autres que c'est très bien structuré. Régularité, fréquence, constance de vos interventions. Votre capacité à stimuler d'autres débats, d'argumenter, de répondre aux autres. Et pour dépasser mes attentes, j'en ai déjà fait mention, mais souvent des billets qui sont aidants, pas juste pour vous, mais pour l'ensemble de la communauté qui lit vos contributions. Donc, lorsque vous résumez les propos des collègues, lorsque vous enrichissez avec de nouvelles vidéos, de nouveaux textes, lorsque vous faites des schémas, des tableaux, des listes avec des points de forme, lorsque vous créez des nouveaux forums, des nouveaux forums pertinents, évidemment. Si vous produisez du contenu, il y en a qui m'ont déjà produit du contenu audio, du contenu vidéo, du contenu visuel. Ben tout ça, ça mérite un peu plus. Donc, si vous voulez dépasser mes attentes, là, c'est dans cette voie que vous devez aller. Et donc, je vous le rappelle, c'est la note minimale garantie. Pas de panique. Si vous avez juste 3, ben vous avez au moins 3. OK? Il reste juste des bonnes nouvelles pour vous. C'est que si vous continuez, vous allez nettement améliorer votre note. L'indice cette semaine, Ben Parker. Ben Parker. OK, deuxième thème, le jugement. Le jugement. Donc, responsabilité, si responsabilité, c'était compliqué, jugement, ce l'est peut-être encore plus. Regardez notre jugement. Tiens, partons de là. Regardons notre comportement en pleine pandémie mondiale ou regardez ce qu'on a fait là. Puis, certains auraient peut-être été tentés de vous dire on n'a pas besoin de règles, on a juste besoin de se servir de son jugement. Certains aiment bien cette formule-là. Là. Sers-toi de ton jugement. Est-ce que ça aurait été suffisant? Est-ce que ça aurait été suffisamment simple? Très certainement, de juste se fier sur le bon jugement. Mais on voit qu'il y a des limites à tout ça. On le voit, les consignes, surtout en ce moment, là, les consignes sont complexes, changeantes dans le temps, évidemment. Quand dans le temps, il y a des contradictions. Là, ce qu'on disait il y a 8 mois, ce n'est pas exactement la même chose qu'on dit en ce moment. Il y a des cas d'exception et on ne peut pas simplement dire « servez-vous de votre jugement ». On le voit que le jugement n'est pas toujours bien compris, pas toujours bien réparti, je dirais. Donc, la question du jugement, et si vous doutez de ce que je dis en ce moment, ben, posez-vous la question. Qu'est-ce que le jugement? Qui en a beaucoup? Et pourquoi? Qui en manque? Qu'est-ce qui fait que certains en manquent? À quoi ça ressemble? Le manque de jugement. Pourquoi? Donc, ça, c'est les questions qui sont rattachées à ce terme qui est celui du jugement. En philo, ben, le jugement, ça fait longtemps que c'est abordé. Le jugement, déjà chez Aristote, le jugement, c'était pas très bien compris. Je dirais, les premiers philosophes, là, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'ils pensent vraiment les concepts. C'est souvent dense, ça manque souvent de précision, là, mais ils vont cerner des
cerner des termes difficiles, mais essayer d'encapsuler à peu près tout dans ces termes-là. Pour Aristote, par exemple, le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose. Savez-vous c'est quoi prédiquer une chose? Savez-vous c'est quoi prédiquer une chose? Donc, prédiquer une chose, là, même si les termes semblent un peu abstraits, là, je parle simplement et concrètement. Là, prédiquer une chose, c'est plutôt de l'ordre du langage, là. C'est-à-dire que lorsque je prédique une chose, je dis prédiquer, c'est dire cette chose est. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le verbe être. OK? C'est le verbe être qui se prépare à vous dire quelque chose d'important. OK? Donc, cette chose est. Ça, c'est de la prédication. Le jugement, c'est un peu ça. C'est la pensée, la vôtre, évidemment, qui est en acte, et qui tente de décider ce qu'est cette chose. Il tente, votre pensée, elle est en acte, elle est en action, et elle tente de se prononcer sur l'être de cette chose, et plus précisément, lorsque votre pensée tente de décider si cette chose est belle, il y a exercice du jugement. Si cette chose est juste, il y a exercice du jugement. Si cette chose, elle est vraie, il y a exercice du jugement. Et si cette chose, elle est bien, il y a exercice du jugement. Du moins, c'est comme ça que Aristote le pensait. Peut-être des exemples, tiens, pour sortir du langage de la prédication. Le chat est beau. Tiens, prenons, vous aimez les chats, moi aussi. Le chat est beau. Hein? Ça, c'est un jugement. C'est l'acte de prédiquer. Le chat est. Et là, j'essaye de prédiquer en lui disant, est-ce qu'il est beau? Et c'est ça, le chat est une chose, je l'ai dit, l'être d'une chose. Et la pensée, la vôtre, se prononce, tente de juger ce qu'est le chat et elle qualifie de beau. Donc, ça ici, l'exercice du jugement, ça se fait, ça prend du jugement, autrement dit, pour se prononcer en matière de beauté. Autre exemple de jugement, la vérité. Donc, lorsque je dis cette étude scientifique, elle est vraie, c'est un jugement parce que la pensée, la vôtre, la mienne, se prononce par rapport à la vérité. Donc, lorsque je dis cette étude est vraie, ce fait scientifique est validé, il est donc vrai que de dire et de penser que c'est un jugement puisqu'elle présume elle a déjà une conception de la vérité et l'être de cette chose, donc cette étude, c'est d'être vrai. Donc ça, c'est l'exercice du jugement. Autre forme du jugement, j'ai dit la justice, donc ce qui est juste. Cette décision prise par le ministre est juste. Donc là, ici, il y a exercice du jugement. Cette décision de la santé publique, elle est juste, j'exerce un jugement en la matière ou elle est injuste. Là, ici, là aussi, ici, c'est l'exercice du jugement. Ça ne prend pas un bac là, pour exercer une pensée en matière de justice. Les enfants, d'ailleurs, se prononcent sur la justice. C'est injuste, là, c'est une des premières choses qu'un enfant de 4 ans va dire. Là. C'est injuste. Donc, il a déjà une préconception de la justice, puis rapidement, on est capable d'exercer ce type de jugement. C'est juste, c'est injuste. Et finalement, vous l'avez deviné, l'exercice du jugement est en lien avec le bien. L'être d'une chose peut être bien ou mal. Donc, le comportement de telle personne est bien, est mal. Le comportement de ces anti-masques, anti-vaccins, anti-choses. Vous avez plusieurs moments là, pour vous prononcer, pour juger. Justement, c'est prédiquer. Dire que cette chose, le comportement, les dires, l'opinion de est bien, est mal. Et ces conceptions-là du bien et du mal peuvent varier, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que l'exercice du jugement, c'est lié notamment à ce bien et à ce mal. Mais à chaque fois et à chaque exemple que je vous ai donné, il y a exercice du jugement. La pensée en acte,
qui tente de prédiquer. Je l'ai dit que ça avait l'air compliqué, mais ce ne l'est pas. Prédiquer une chose, c'est tenter de dire l'être de cette chose. Autrement dit, lorsque j'exerce un jugement, j'essaie de dire si cette chose, peu importe cette chose, j'essaie de dire si cette chose, elle est bien, elle est juste, elle est belle, elle est vraie. D'où l'importance de ce jugement-là. Le jugement, c'est une des fonctions les plus importantes parce que vous tentez de vous prononcer sur le bien, le juste, le beau et le vrai. Et typiquement, vous tentez de ne pas vous tromper. Donc, l'exercice du jugement en ce sens. Et dans l'exercice de votre profession, l'exercice du jugement professionnel est partout. Partout. Cette chose est-elle vraie? Est-elle juste? Est-elle bonne? Cette décision est-elle vraie? Est-elle juste? Est-elle bonne? Cette étude est-elle vraie? Est-elle juste? Est-elle bonne? Donc, vous remarquerez là, que l'exercice du jugement s'exerce surtout et toujours, même j'ajouterais, dans un contexte d'incertitude. Ça aussi, ça revient lorsqu'on parle du jugement. Il y a toujours un contexte d'incertitude. Et pourquoi? Parce que ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce sont des notions complexes et peu d'entre nous peuvent l'affirmer avec certitude ce qu'est le bien, ce qu'est le vrai et ce qu'est le juste. En fait, la prudence même exige de ne pas se prononcer avec trop de certitude typiquement et spécifiquement même lorsqu'il s'agit du bien, du vrai, du juste, du beau. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, sans incertitude, il n'y a plus d'exercice du jugement. Est-ce que 2 plus 2 égale 4? Est-ce que ça prend du jugement pour dire ça? Pas du tout. Il y a une certitude qui est là. Votre calculatrice peut même vous le dire, pas besoin d'exercice du jugement. Le jugement sera nécessaire lorsqu'il y a une zone d'incertitude. En zone d'incertitude, le jugement est nécessaire et la qualité du jugement vous permettra notamment de gérer prudemment ces zones d'incertitude. Vous voulez des exemples COVID-19, là, je vais vous en donner. Il y en a plein, des zones d'incertitude. Vous en connaissez plein. C'est quoi ce virus? Comment se propage-t-il? Quoi faire dans ce contexte? Confinement obligatoire? Pas obligatoire? Masque obligatoire ou non? Vaccination obligatoire ou pas? Qui déconfine? Qui déconfiné? En premier, en deuxième, en troisième? À quel rythme? Les tartelettes de M. Arruda sont-elles bonnes? Rien de plus incertain. Tout ça, c'est bourré d'incertitude et ça prend du jugement pour décider dans ce contexte d'incertitude. Et qui devra exercer un jugement de qualité professionnelle en zone d'incertitude? C'est vous, mes petits amis. C'est vous qui allez devoir exercer ce jugement en pleine incertitude. Donc, le sens du jugement, là, il y a aussi cette notion-là d'incertitude qui est centrale. Dans l'exercice de votre profession, je le disais, full d'incertitude. Full d'incertitude et ça demande un exercice prudent, délicat de ce qu'on va appeler le jugement professionnel. C'est un jugement qui est exercé dans l'exercice de la profession. Et pour vous, il y en a plein d'exercices du jugement. Des études qui ne disent pas exactement la même chose. Construction d'un troisième lien, par exemple. Plusieurs études contradictoires. Qui va prendre la décision? Pour quelles raisons? Quelles études sont les plus vraies? Qui dit le plus juste? Qui propose la meilleure décision? Qui a l'étude la plus rigoureuse, la plus juste? Ça prend des personnes qui exercent un jugement, qui sont suffisamment connaissants pour regarder les faits, même les faits qui sont en contradiction, et tenter d'exercer un jugement. Exercice
Du jugement aussi pour choisir entre des valeurs en opposition dans l'exercice de votre profession, ça arrive. Hein. Par exemple, en sécurité informatique, est-ce qu'on est plus transparent? Est-ce qu'on privilégie la sécurité? Quelle valeur doit-on privilégier? Est-ce qu'on doit ici privilégier la protection du public? Ou est-ce que je dois plutôt me ranger du côté de l'allégeance à mon employeur? Et là, ici, pour prendre la décision, là, il faut décider c'est quoi la meilleure décision à prendre et choisir entre deux valeurs. Il y a une zone d'incertitude et donc nécessairement, il y aura exercice du jugement. Incertitude entre deux conceptions de la santé publique, par exemple, sécurité publique, protéger le public, protéger c'est qui le public. Toutes ces zones d'incertitude demandent l'exercice du jugement et du rejugement. Et en plus d'un jugement d'une qualité professionnelle, qu'est-ce qu'on voudrait dire? Ben, c'est un jugement qui s'appuie sur la science, le savoir, la rigueur, les normes, qui tient compte des attentes des différentes parties prenantes, des idéaux qui sont promus par ces différentes parties prenantes. Et ce sont dans ces zones délicates que s'exerce le jugement. Dans ces zones d'incertitude, et bientôt vous exercerez un rôle qui s'appuie sur la science, évidemment, mais pour protéger le public, pour servir le public, pour servir le bien commun, améliorer le monde. Pour certains, c'est redéfinir même le monde, servir ses ambitions. Et il y a, croyez-moi, de grandes zones d'incertitude qui sont liées à tout ça. C'est certainement pas moi qui vais vous dire que j'ai la solution la plus certaine. J'ai les définitions les plus certaines en matière de bien commun et de vérité et de justice. Il y a des grandes zones d'incertitude qui sont liées à ça. Et ce sont dans ces zones délicates que vous aurez à exercer votre jugement. Et de surcroît, exercer ce jugement, vous devrez le faire de façon responsable, pour reprendre les mots de l'oncle Ben, en vous appuyant sur un jugement que nous souhaitons le plus juste et le plus honnête et intègre possible. Et si vous avez de la difficulté à cerner ce qu'est le jugement, bien, vous pouvez toujours explorer son contraire. C'est toujours le fun, c'est en philo, quand on explore un terme, d'explorer son contraire. Des fois, le contraire est plus simple à comprendre. Si vous voulez comprendre le concept de santé, bien, soyez malade, puis vous allez voir que ça devient assez clair, c'est quoi la santé. Ben justement, c'est quoi le manque de jugement? Hein? Que reproche-t-on exactement à ceux et celles, vous les voyez là, sur les réseaux sociaux, là. Que reproche-t-on exactement à ceux et celles qu'on dit qu'ils manquent de jugement? Est-ce qu'ils manquent d'informations? Ben, pas du tout. Ils en ont plein des informations, ils en ont à la tonne, ils sont renseignés. Est-ce que ces informations sont vraies? Qu'est-ce que ça prend pour juger d'une telle affirmation? Curieusement, peut-être le signe le plus évident du manque de jugement, tout à l'heure je parlais d'incertitude, là. Le signe peut-être le plus évident du manque de jugement, c'est souvent le refus d'accepter cette part d'incertitude dans le savoir. Hein, le refus de la complexité peut-être ou de la réalité concrète. Le manque du jugement réduit, tiens, je vais le formuler comme ça. Le manque de jugement réduit des choses complexes et les réduit à des que ceci et des que cela. Alors, c'est pas compliqué, je vais te le dire. Ben non, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein, quiconque a fait un peu de la science ou exploré les domaines, là, ces domaines complexes, tantôt on parlait de santé publique, virologie, vaccinologie, tout ça, là, c'est complexe. Les vaccins sont complexes, la santé humaine, c'est complexe. Gérer une population en pleine pandémie, c'est complexe, c'est compliqué. Et on ne peut pas réduire la réalité concrète à des choses simples et claires. Il y a des zones d'incertitude. Et le manque de jugement, ben, c'est justement la pensée. Tout à l'heure, j'en parlais, là. Le jugement, c'est la pensée en acte. Alors, le manque de jugement, du moins chez Aristote, c'est la pensée qui n'est plus en acte.
la pensée qui, dans notre contexte, là, qui se contente des explications, des solutions simples et trop certaines à des problèmes complexes. C'est la pensée, autrement dit, qui refuse d'accepter la complexité, qui refuse d'accepter l'incertitude. Et ce faisant, ben, c'est une pensée qui n'est plus en acte. Et il y a, et là ici, il faut que je sois honnête, là, de part et d'autre du débat, de n'importe quel débat, il y a des pensées qui ont cessé d'être en acte. Le manque du jugement, là, c'est pas seulement, ou le manque de jugement, c'est pas seulement d'une part du débat, là, c'est de part et d'autre, mais typiquement, c'est la pensée qui a refusé les incertitudes, une pensée qui est simple, qui est réduite à sa plus simple expression, qui a abandonné l'idée d'incertitude, qui a abandonné l'idée que ce soit complexe et incertain. Donc voilà. Alors lorsque quelqu'un vous dira « sers-toi de ton jugement », vous saurez maintenant que c'est un peu plus compliqué. En fait, vous vous en doutiez déjà que c'est très compliqué se servir justement de son jugement. Et dans l'exercice de votre profession, on vous demandera d'exercer un jugement professionnel. Regardez comment tout ça est lourd de sens. Ça semble simple, mais un jugement professionnel qui sera libre, qui sera autonome et qui sera exercé de façon responsable. Cette phrase-là, je l'ai entendue souvent d'un seul trait, comme si on ne se rendait pas compte du poids des mots. Le jugement professionnel libre, autonome et de façon responsable. Bon, on le dit vite, là, mais il faut voir le sens qui se cache derrière tout ça. Et l'exercice d'un jugement professionnel, libre, autonome et responsable. Et il y a beaucoup à dire. Et nous avons à peine effleuré le sujet aujourd'hui. OK, ce sera tout pour mon intro au module 7. À la fin de ce module, vous devriez être en mesure d'expliquer quels sont les principaux régimes de responsabilité. Donc, dans l'enregistrement de cours, là, c'est plus explicite. La responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, il faut explorer ça et bien saisir les nuances. Expliquer, deuxième objectif, quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel et qui peuvent entraver ou nuire à l'exercice de son rôle. Définir le jugement professionnel, en expliquer la valeur au sein de l'exercice de votre profession. Ça fait partie des objectifs du module 7. Et que devez-vous faire? Là, vous connaissez bien la ritournelle. Classe virtuelle ou podcast. Donc, vous êtes là en ce moment. Tant mieux, c'est fait. Podcast. Là, vous êtes en train de nous écouter. Allez écouter l'enregistrement de cours. Il y aura évidemment des redites, mais ça dure 2h30. Donc, il y a des longs passages qui sont enrichis. Réviser le PowerPoint. Allez lire le texte de Jean-Louis Baudouin aussi, là, qui est sur la responsabilité civile et contractuelle. C'est un texte de juriste, là, mais c'est très bien écrit, c'est simple à comprendre. Allez faire votre questionnaire, allez lire le texte de Luc Bégin aussi, d'Annie Rondeau, Nicole, sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. J'ai donné plusieurs fois l'exemple du viaduc. Là, allez voir à quoi ça ressemble un rapport lorsqu'on tente de justement savoir qui est responsable dans tous les sens de ce terme. Allez participer au forum du module 7, puis continuez vos travaux d'équipe. C'est tout pour cette semaine. Excellente semaine. On ne lâche pas. Je sais qu'à ce stade-ci de la session, c'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup à faire. Certains ont en plus pris un peu de retard. On ne lâche pas. On se relève les manches puis on travaille fort. Si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas à m'écrire. Faites-moi signe par courriel. Sinon, prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous. Profitez du beau temps. Soyez prudents. Soyez responsables et servez-vous de votre jugement. Allez, à mardi prochain. Bye bye.